Quel est votre intérêt pour l'économie maritime? C'est une, bonne question. Je, je crois que dans le moment où on est, je veux contextualiser, euh, nous avons besoin d'horizons, de futur. La civilisation humaine ne va pas continuer comme ça à tourner en rond d'une crise à l'autre, avec pour unique objectif de mettre les comptes publics en équilibre. C'est pas la bonne façon d'aborder les sorties d'impasse dans lesquelles nous sommes. Donc il faut que nous ayons une ligne d'horizon humaine, d'expansion, et qui soit en même temps, donc de ce fait, un volant d'entraînement de l'économie. Les mers et les océans représentent 70% de la surface du globe. 50% de la population française, qui ne le sait pas, vit à moins de 100 km d'une côte. Et la mer est moins connue que la planète Mars. Donc nous avons là le lieu l'espace d'un rêve, d'un déploiement scientifique, technique, économique. Voilà, c'est ça l'intuition de départ. Maintenant, comment faire pour arriver à mettre ce sujet dans le débat politique, en sachant que la France a historiquement de faibles traditions politiques d'implication dans les questions maritimes. J'ai connu, il y a cette citation qui dit « Les larmes de nos rois », c'est sous l'Ancien Régime, ont le goût du sel de la mer dont on ne s'est pas occupé. Et deuxièmement, le sujet assez étrangement paraît neuf dans les milieux politiques. Il n'y a pas longtemps, j'ai participé à un débat avec M. Cahuzac à la télévision. Je lui disais « La mer est un espace d'expansion, etc. » Et il dit « Je n'ignore pas l'importance du commerce maritime ». C'est-à-dire qu'il montrait qu'il n'avait pas compris de quoi on lui parlait. Voilà, donc mon ambition, c'est une ambition pour mon pays, d'abord, pour l'Europe, mais pour nous les Français, nous sommes le deuxième territoire maritime du monde. Pas possible qu'on fasse comme si tout ça n'avait pas d'importance pour nous. Enfin, c'est un gâchis, d'une certaine façon. Voilà, une ambition pour notre pays, et puis une courroie d'entraînement de notre économie, et puis un horizon de rêve, encore une fois, et d'imagination pour la jeunesse du pays. Est-ce que vous estimez que le gouvernement actuel a une politique suffisamment volontariste en faveur de l'économie maritime? Alors déjà, il y a un progrès, il y a un ministre de la mer. Bon, c'est bien. Après, est-il assez volontariste? Par définition, il ne peut pas l'être. Pourquoi? Parce que il accepte la logique économique des traités européens qui ne donne aucune place au volontarisme d'État, qui fait tout reposer sur le mythe du marché, de sa main invisible qui réglerait tout. Or, lorsque nous sommes sur les questions qui concernent la mer, nous sommes sur des investissements de long terme, nous sommes sur des investissements financiers de long terme, mais sur des investissements humains aussi de long terme. Ce n'est pas compatible avec le modèle économique dominant qui, lui, fonctionne avec un benchmarking tous les 3 mois et qui ajuste les niveaux de fonctionnement de l'économie et des entreprises à des résultats trimestriels. Vous imaginez, c'est tout simplement inconcevable vis-à-vis d'une tâche comme celle de la maîtrise des océans et des mers. Ensuite, il s'agit d'un gouvernement qui a accepté les logiques de contraction de la dépense publique et des politiques dites d'austérité qui constituent un cercle vicieux puisqu'elles creusent elles-mêmes les déficits en ralentissant l'activité économique, donc augmente la dette. Et puis tous les pays qui ont mis le doigt dans ce cycle, comme vous le savez, sont en récession. Donc sans que ce que je dis ait valeur d'une appréciation partisane, on va dire, ça vaut par rapport à 2 modèles. Ou bien c'est le marché, la politique de l'offre, c'est-à-dire produire n'importe quoi, n'importe comment, du moment que ça coûte pas cher et en inonder le monde en trouvant des acheteurs grâce à la publicité, ou bien c'est une politique de la demande que pour ma part j'appelle planification écologique, c'est-à-dire qu'il va prévoir la bifurcation du modèle productif et d'échange en direction d'objectifs écologiquement soutenables. Et j'essaye de montrer qu'il n'y a pas de contradiction entre une politique volontariste écologique et le développement économique et social. C'est plutôt la condition de départ. Et où voulez-vous que ce soit plus vrai que devant cet infini nouveau qu'est la mer? Et quand on fait le tour du salon, on voit
en cascade des dizaines de métiers et d'activités économiques de pointe corrélés à la volonté d'acquérir une maîtrise des océans et des mers. Vous le savez, l'économie maritime comprend des secteurs qui sont complètement internationalisés. Le transport maritime, la construction navale. L'homme politique de gauche que vous êtes, comment appréhende-t-il la manière pour des économies développées, donc où la main-d'œuvre est plus coûteuse, eh bien de préserver l'emploi face à ce contexte de mondialisation qui s'impose en quelque sorte? Oui, sur la mondialisation, vous savez, on fait souvent beaucoup de phrases qui n'ont pas grand sens concret. La mondialisation est d'abord un phénomène qui concerne la sphère financière. En ce qui concerne l'activité réelle, le phénomène identifiable sous le nom de mondialisation va se concentrer sur la question du commerce international, qui lui-même a pris une forme particulière du fait du modèle financier dominant, qui fait que l'on va produire des pièces et des morceaux à différents endroits du monde et les assembler dans d'autres. Au moyen d'un commerce maritime extrêmement intense, c'est vrai, mais qui n'a pas de raison sui generis, qui n'a de raison que par rapport à un modèle économique. Par conséquent, n'oublions jamais de corréler le modèle économique dominant à ses conséquences, là dans le cas qui nous occupe sur le commerce maritime. Donc, je ne vois pas que la mondialisation soit en soi un obstacle à nos vues sur l'expansion de la France en mer et sur son territoire maritime. La mondialisation ne nous empêche pas de régler massivement les problèmes de l'aquaculture. La mondialisation ne nous empêche pas d'installer des hydroliennes, des éoliennes en mer. La mondialisation n'est pas un obstacle à l'organisation sur les 100 premiers kilomètres d'industrie agroalimentaire liée à l'exploitation des mers. Et de même, la mondialisation ne nous empêche pas de concevoir des engins de toutes sortes qui permettent de fixer la cartographie ou l'exploration des mers. Donc, ne nous faisons pas peur inutilement. Nous sommes en compétition sur quelques segments extrêmement limités où le prix de la main-d'œuvre, si on veut bien le regarder de près, est quand même un paramètre assez mineur. Bon, si l'on prend par exemple le coût, je parle bien du différentiel de coût entre nos marins et ceux qui peuvent s'acquérir à bas prix ailleurs, c'est 5% du total de la valeur ajoutée. Écoutez, franchement, c'est pas ça qui doit déclencher une crise majeure et nous contraindre à, en larmes, vider nos ateliers, expulser nos officiers, fermer nos écoles et se dire qu'au fond, il y a de bons marins que chinois, ce qu'ils n'ont jamais été. Vous venez de passer pratiquement toute votre après-midi sur Euromaritime. Qu'est-ce qui vous a marqué? Oh bah, comme d'habitude dans un salon, la passion des gens. Je suis très patriote, comme vous le savez peut-être, et donc j'ai toujours une jubilation extrême à voir mes concitoyens être inventifs, être à la pointe de tout. Bon, on va voir une hydrolienne, on dit bon, on est un peu en retard sur les éoliennes, encore on est quand même capable de fabriquer des pales de 75 mètres de long. Les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est, bon, comme capacité technique. Bon, mais sur les hydroliennes, on est à la pointe, là on fait un bateau de cette sorte, là on fait un... Leur allégresse, leur enthousiasme créatif est très communicatif et moi me remplit de confiance dans mon pays. Je me dis, au fond, on est capable de tout, on sait tout faire. Hein. Et il suffit, hein, entre guillemets bien sûr, de le vouloir, d'être entreprenant. En tout cas, tout ce que j'ai vu, je sais que c'est typiquement le genre de personnes qui peuvent comprendre ce qu'est la planification écologique. C'est-à-dire à qui on va dire, écoutez, on a besoin que vous nous sortiez ça, et dans tel délai. Et ils le feront. J'en suis sûr, ils râleront, parce que les Français râlent toujours. Ça fait partie de notre tempérament. Mais après, des gens qui râlent, il y en a beaucoup, mais des gens qui font, il y en a moins. Et les Français sont capables de ça. Donc oui, c'est l'enthousiasme communicatif qui, pour moi, m'aide à avoir le moral, me dire mon pays il est formidable. Puis après, il y a la technique hein, elle-même, qui fait souvent réfléchir. Les gens sont très précautionneux ici. Ils ne se contentent pas de vous dire, écoutez, voilà, nous on a ça, c'est formidable, ça marche. Ils sont toujours avec une main à dire, bon, mais en même temps, attention, il faut qu'on réfléchisse bien à ce qu'on fait. Il y a une espèce de conscience écologique spontanée que j'ai constatée partout. Hein. Des fois, contre mon propre enthousiasme. Qui dit, bon, allez, on va faire ci, on va faire ça, vous êtes d'accord? Attendez, on m'a dit les éoliennes, oui, les hydroliennes, très bien, mais attention, il faut quand même d'abord réfléchir à l'impact sur les mouvements du sable au fond de la mer, etc. Je les ai trouvés admirables.